Moi, je me souviens d'un événement où je suis allée pendant le tournage chez un ostéo et je lui dis, bah voilà, je suis en train de jouer une femme battue. Il me dit, oui, ça se voit, je dis, pardon. Et je pique une colère en disant, mais c'est qui ce mec? Il dit, non, je vous arrête tout de suite. Je dis, j'en vois des femmes battues dans mon cabinet et vous êtes dans le même état physiologique qu'une femme battue. C'est-à-dire que là, vous avez la rate qui est sur le point d'exploser. Elle est arrivée en métro avec sa valise et un bouquet de fleurs posé dans son sac à main. Rien d'étonnant pour cette passionnée d'ethnologie qui a conquis le cœur des téléspectateurs de TF1 dans la série Profilage. Depuis, Odile vit un voyage à travers ses personnages comme aux quatre coins du monde qu'elle aime à découvrir en solitaire. De l'emprise à Podium, en passant plus récemment par Prométhée sur TF1, qu'est-ce qui fait courir Odile l'exploratrice ? D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Odile, bonjour, je suis très très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. J'ai plein de questions à te poser. Je sais que tu seras égale à toi-même pour y répondre. Et alors la première qui m'est venue à l'esprit, c'est que en 2009, donc tu as créé ce fameux personnage de Elle cherche dans sa tête de Chloé Saint-Laurent. Ouais. Si aujourd'hui, presque 14 ans plus tard, tu la croisais, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire par rapport à ce qu'elle a fait pour toi et par rapport à la relation que vous avez eue toutes les deux? Ah, Chloé? Ouais. J'ai envie de lui dire ne change rien. C'est-à-dire par rapport à ce qu'elle a amené à ta vie, par rapport à la façon dont elle a transformé ta vie, par rapport à votre relation, qu'est-ce que tu lui dirais à Chloé? Eh ben, écoute, je lui dirais qu'elle m'a donné beaucoup de tics. C'est-à-dire? Bah, elle avait plein de mimiques de visage et des fois c'était difficile, c'était un peu long de s'en défaire. Ouais. Et sinon, je lui dirais que c'était une chouette aventure. Je lui dirais probablement merci parce que j'ai énormément appris. Je lui dirais que c'était un peu dur aussi parce que raconter des horreurs à longueur d'année, on devient un peu perméable. Mais qu'elle a fait une grande partie de... elle a... En tout cas, dans ma carrière d'actrice, elle a vachement compté, ouais. Mmh. Et donc, tu es plutôt pleine de gratitude par rapport à elle, quand même. Oui. Hein? Ouais. Donc ça veut dire que quand à un moment on met un terme à tout ça, est-ce que c'est compliqué déjà par rapport à soi-même de quitter quelqu'un qu'on incarne, ouais. Et par rapport à la responsabilité vis-à-vis du public, comment on gère tout ça quand on est quand même à l'époque au démarrage d'une carrière prometteuse, certes, mais au démarrage? Eh ben, c'est une décision qui est pas facile à prendre, qui prend du temps, des mois. Peut-être des années, je sais pas. Il y avait trop de questions d'un coup, alors il faut me les reposer dans... Alors, petit 1, est-ce que c'est compliqué de se détacher d'un personnage qu'on a incarné ? Non, pas trop. Non, j'ai appris... alors ça, non, parce que... alors après, il peut y avoir de la nostalgie, tout ça. Mais alors moi, j'ai appris à switcher maintenant quasiment du jour au lendemain, quoi. Donc, j'ai plus aucun souci. Ce qui n'a pas été forcément le cas. J'ai appris sur Profilage, justement. Parce que je me suis rendu compte, après le tournage de la première saison, que on n'a pas retourné tout de suite après parce que c'était la première saison, donc ils voulaient diffuser avant de savoir s'ils prenaient la décision de continuer et tout. Et au bout de 6 mois, je me suis mise à avoir les fameuses mimiques, mais d'Odile. Et un jour, j'ai percuté, j'ai eu une mimique de moi. Et du coup, par conséquent, ça fait 6 mois que j'ai des mimiques de pas moi. Et je me suis dit, ah ouais, donc ça peut être très très compliqué de sortir d'un personnage et et une espèce de frontière un peu floue. Il y a des vases communicants que tu maîtrisais plus vraiment, quoi. Ouais, parce que après, quand tu joues sur le long terme comme ça, c'est... Je pense que je sais pas si j'ai pas été plus Chloé que Odile pendant quelques années, quoi. Ah ouais. Donc du coup, les limites, elles sont plus très claires, effectivement, et du coup, j'ai appris à couper rapidement. D'accord. Et maintenant, c'est... Switch on, switch off. Ah ouais. Mmh. Ouais. Et la responsabilité par rapport au public, quand même, qui plébiscitait cette série, ouais. L'idée, c'est de les surprendre, toujours, et l'idée, c'est de pas trop leur faire de peine en quittant un rôle.
Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Non, parce que c'est une décision tellement personnelle qu'à un moment donné, c'est vrai que ça devient un choix peut-être égoïste, je sais pas, mais c'est vrai que moi, c'était un besoin, une envie à ce moment-là d'avancer, d'aller explorer autre chose. Et j'ai pas tant pensé à ça parce que dans ma tête, on l'a fait très. Ça s'est organisé 1 an à l'avance. Mmh. Donc du coup, dans ma tête, il y avait le temps mais peut-être le public l'a pas vécu pareil en fait. Mais c'est vrai que je me suis pas positionnée là, et puis que je continue à faire d'autres choses, et puis que c'est assez marrant parce qu'on m'en parle encore, parce que c'est toujours rediffusé. Donc je vois là, quand je vois le public beaucoup en signant mon livre. Il y en a qui savent pas que c'est arrêté, en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Je dis, mais moi, j'ai arrêté en 2015. Ah bon Donc, en fait, ça continue à vivre. Donc, finalement, il n'y a pas tant cette question-là. Finalement, c'est une question que les journalistes posent, mais pas forcément les gens qui l'ont vécu comme ça, quoi. Ouais. Très bien. Et après, il y a ceux qui n'ont pas compris que ça s'arrêtait parce que c'est toujours diffusé. Et puis, il y en a qui me disent, je vous aimais bien, mais ils aiment bien la suite. Donc, c'est ça. Voilà, le lien est toujours là, en tout cas. Le lien, ça, clairement, avec le public. Le lien est toujours là. Et là, justement, tu m'amènes à une nouvelle question. Je me demandais, ce public qui te suit, à force de te voir dans différents personnages, puisque maintenant il y en a quand même quelques-uns, est-ce que tu penses qu'à travers tous ces personnages, ils ont une vision assez juste de la personne que tu es ? Eh ben, j'ai l'impression que oui. Mais encore. Ouais, je cherche. C'est assez étonnant. J'ai souvent le même type de réaction. Avec laquelle je suis en accord. Du coup, je me dis qu'ils ont dû sentir, alors, il y a plusieurs trucs. Il y a les émotions que je leur procure. C'est-à-dire qu'ils me disent, vous arrivez vraiment à nous transmettre les émotions. Et moi, je sais que je fais très, très attention à ça. Et que, tant en actrice qu'en écrivain, mon idée, c'est de transmettre une sensation, une émotion. Enfin, en tout cas, de transmettre une sensation et de provoquer une émotion. Donc, il y a ça. Et il y a toujours cette phrase, genre, ne changez pas, restez aussi simple et naturel et accessible. Et c'est vrai que j'ai arrêté de me prendre la tête, en tout cas, sur ce sujet-là. Il en reste d'autres. On n'a jamais fini de ça. Mais de prendre de savoir quel positionnement avoir par rapport au public, parce que tu sais pas s'il faut mettre de la distance, pas de distance et tout ça. Et en fait, j'ai jamais, donc j'ai arrêté de me poser la question. J'ai dit, je vais être moi, puis ça va être plus simple. Voilà, il n'y a pas de stratégie, c'est naturel, c'est spontané, et c'est peut-être aussi pour ça que les gens suivent. Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est moi, ouais. Donc il n'y a pas trop de filtres, voire pas assez. Ah, c'est-à-dire, là, tu m'as tendu une perche. Il y a... Je sais pas, peut-être des fois, il faut se protéger un peu plus. Enfin, après, il n'y a pas de méchanceté et tout ça, mais c'est vrai que pour le coup, je suis sans filtre, et puis je me dis moi, mais après, oui, il peut y avoir un positionnement sur... je sais pas comment dire... Tu veux dire par rapport à la médiatisation ? En fait, se livrer comme ça tout le temps, c'est beaucoup d'énergie aussi à donner et tout ça. Et puis des fois, peut-être des fois, il faut se protéger un peu plus. Alors pas pour se cacher et tout ça, mais juste pour... parce que c'est se donner beaucoup. Et puis des fois, du coup, ça demande beaucoup d'énergie de revenir à soi, quoi. Pour reprendre un peu de force. Mais on va revenir à tes méthodes pour revenir à toi, justement. Le bazooka. Tes personnages, ils sont... c'est pour ça d'ailleurs qu'ils provoquent des émotions fortes, parce qu'ils sont souvent troubles, ils sont souvent complexes. Qu'est-ce qui te guide dans ces choix-là, et pourquoi ça a du sens d'interpréter ce type de personne ? Pour toi, évidemment. Je me pose pas la question comme ça. Ce qui me guide, c'est l'instinct, c'est l'envie. À un moment donné, c'est un scénario que j'ai reçu ou un projet qu'on a eu qui s'est construit au fur et à mesure, mais c'est une rencontre avec un personnage, avec un scénario. Mais regarde, dans Prométhée, je pense à la dernière diff, c'est pareil, c'est toujours des gens qui sont ambivalents. Ah oui, c'est humain.
Eh ben tiens. Donc c'est comme tout le monde, quoi. Alors plus ou moins avec des degrés plus ou moins forts, mais moi j'aime bien je sais pas si je l'ai choisi exprès ambivalent, etc. Je pense qu'il y a du challenge d'actrice, moi qui m'excite d'aller parce que c'est des rôles qui sont pas simples à aller chercher et que du coup moi j'adore ça et j'adore aller faire des trucs que je sais pas faire, aller explorer. Donc plus c'est complexe, plus c'est facile quelque part pour moi. Et après, la complexité humaine, ça on l'a tous. Donc c'est sûr que avec mon passé de sociologue, psycho, machin, tout ça, et ma fascination pour l'âme humaine, moi j'aime bien aller. Je vais aller chercher en dessous. Tu restes pas en surface. Non. T'es quelqu'un qui fouille. Ah ouais, je fouille. Ouais. Qu'est-ce que je fouille? Je sais pas ce que je fouille toujours, mais je fouille. Après, on rentrera également dans les détails, mais on ne peut pas entamer cet entretien, évidemment, sans parler de ce fameux rôle dans l'emprise en 2015. Là aussi, attention, je te prépare, c'est une question en 2 étapes. D'accord. Première étape. Petit 1. Je me souviens, on s'était rencontrés à l'époque. Comment est-ce que tu es sortie de cette aventure? Et la question qui suit, c'est est-ce que tu en es vraiment sortie avec aujourd'hui la révélation de tous ces féminicides et compagnie? Oui. Alors, comment j'en suis sortie? Très bien. Alors, pour le coup, c'était la première fois que je sortais, mais comme ça, d'un claquement de doigts d'un rôle. C'est-à-dire que... alors, de 1, tout le monde a cru que j'allais m'écrouler. Ce qui n'était pas le cas. Ça m'a donné une puissance infinie. J'ai même fait des trucs que j'osais pas faire depuis des années. C'est-à-dire? J'ai commencé à faire des vrais grands voyages. Je suis partie en Islande juste après le tournage, faire le tour un road trip en 4x4 toute seule. C'est quelque chose dont je rêvais depuis 7 ans et que je n'arrivais pas j'avais peur, et voilà. Et là, ça s'est fait. Et pour moi, c'était très clair que c'était quelque part ce rôle qui m'avait donné en fait cette force-là de réussir à aller le faire. Donc ça, c'est une première chose. Je suis sortie d'un claquement de doigts à un tel point que quand on m'a envoyé les photos, c'était moins de 48 heures après la fin du tournage. Les photos les photos de plateau. Ouais. On m'a envoyé les photos de tournage pour validation. Et j'étais tellement sortie du truc que en regardant les photos, je me suis dit, la pauvre, elle a dû en chier. Et là, je me dis, oh waouh, t'es en train de parler de toi. Ah oui, le dédoublement, c'était pas moi. Fait... direct. Et là, je fais waouh, super, hyper intéressant. Et du coup, c'était pas moi. Uh-huh. Et après, il y a eu un petit effet qui se coule. La double lame est arrivée. Voilà, c'est la diffusion. Ouais. Et la diffusion, ça a été plus complexe parce que, alors, c'était un immense succès. Je dirais artistique et sociétal. Ouais. Donc, on a fait une audience folle. Et moi, je me suis vue recevoir, je crois, 5 ou 10 000, je sais plus, parce qu'après, j'ai pas tout compté. Messages, témoignages de gens qui avaient vu le film. Je pense que les 2/3 ou les 3/4, je sais pas, c'était des témoignages de personnes qui avaient vécu ça. De gens qui, après le film, avaient réussi à porter plainte, partir de chez eux, etc. Donc, on avait vraiment sauvé des gens. Et il y avait cette espèce de succès, et là, ça a été une espèce de vague de raz-de-marée. Donc, j'ai un peu fait bloup-bloup. Parce que j'étais pas capable de répondre déjà à cette quantité de messages, mais aussi à cette teneur de messages. C'est-à-dire que c'est pas mon métier de savoir aider les gens, donc je pouvais pas accompagner, voilà. Donc j'étais un peu démunie et puis submergée par rapport à ça. Et puis après, il y a eu cette notion de succès aussi, à laquelle on n'est jamais vraiment préparé, en fait. Donc ça a été un peu plus... Et je tournais en même temps, donc c'était tout très... Ça faisait beaucoup, là, quand même. Ouais, ça faisait beaucoup. D'accord. Mais quand tu dis gloup-gloup, ça veut dire que ça s'est traduit comment? Je me rappelle plus, je me rappelle de l'impression d'avoir pris un tsunami sur la tête. D'accord. Quoi. D'accord. Et de pas savoir quoi faire de ça, et de pas savoir comment... d'être déjà un peu... assaillie par les témoignages, parce que du coup, je sais pas...
on est le catalyseur, quoi, et puis on n'est pas équipé pour recevoir autant de non, on n'est pas équipé ni pour recevoir ni pour aider, en fait. C'est parce que c'est pas ma fonction. J'ai pas les études pour, j'ai pas la formation pour, donc je peux pas. Voilà. Et puis je suis actrice. En fait, je ne suis que actrice. Enfin, après, je suis un reflet de la société, etc. Mais les conséquences, je peux pas les gérer, moi, donc... En même temps, ça participe de la fonction sociale aussi de l'acteur, finalement, qui n'est pas là que pour divertir. Je revendique beaucoup d'être un miroir, un reflet de la société, d'être le fou du roi à l'époque, voilà, de savoir faire un petit stop en disant « voilà. Regardez, ça se passe comme ça ». Et c'est en ça que ce métier est génial, parce qu'il peut alors, à la fois distraire, mais aussi dans ces sujets-là, être un révélateur de conscience, parce que ce que j'ai beaucoup dit et que j'aime beaucoup, c'est que souvent une émotion ressentie est souvent plus parlante que de longs discours, et que finalement ça se révèle avec ce film où quand les gens voient, en fait ça fait un raz-de-marée. Parce que je crois qu'on a été tété monde sur Twitter, les premiers pendant 24 heures. Donc ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup remué les gens. Et que finalement, en ressentant ça, c'était plus efficace que des descentes dans la rue. Voilà, parce que pour le coup, les gens comprenaient dans leur chair, à l'intérieur, dans leur trip, en fait, ce qui est l'avantage des artistes, quoi, c'est de réussir à transmettre ces émotions-là. Et du coup, quand on les vit, c'est pas la même que de... C'est le cerveau émotionnel, en fait, qui est bien plus sensible. Pour moi, oui. Mais quand on le vit de l'autre côté, justement, tu parlais de protection tout à l'heure ou pas. Je me souviens qu'à l'époque de l'emprise, on avait discuté et je t'avais demandé de quelle manière on se protège. Et en toute sincérité, tu m'avais dit, mais attends, mais me protéger, ça serait presque malhonnête. Oui, il y avait... alors... T'as évolué par rapport à ça ? Non, il y a des nuances. Je me protège pas quand je tourne. Parce que c'est là où, moi, il y a une espèce de malhonnêteté. C'est que si tu vas à reculons en faisant un truc de façade, en fait, c'est malhonnête par rapport... Surtout dans des histoires réelles. Bien sûr. T'es quand même le garant et le responsable de la vie enfin pas de la vie mais du récit de quelqu'un, et que tu cherches à ne pas trahir. Pour avoir fait plusieurs biopics, je trouve que tu as vraiment cette responsabilité là de pas trahir la parole et ce que l'autre a vécu, souvent de manière douloureuse. Donc voilà, il y a un respect par rapport à ça, où ça je triche pas et je plonge, et puis c'est mon métier, donc je sais faire maintenant, je sais comment faire. Et après, la protection, c'est probablement plus dans les conséquences où là, c'est plus du ressort de l'actrice. Là, moi, je suis pas équipée pour. Mais en tournage, non, j'y vais toujours. Mais si tu dis que tu plonges, mais alors comment tu remontes ? Je sais pas. C'est devenu musculaire maintenant, quasiment. Quasiment ? C'est aussi concret que ça pour toi ? Je sors de l'emprise, je sors comme ça. J'ai pas un effort. C'est plié, c'est fin de dossier. D'accord. Alors, fin de dossier de l'actrice, de ce que ça me provoque chez moi, de machin. Après, c'est pas fin de dossier parce que le film a sa vie. À sa vie, tu portes d'accord. Quand même le propos, et que effectivement, si je défends ce propos-là, je dis pas merci. J'ai fini. Non, mais par rapport à moi à l'intérieur. Voilà, aux émotions qui toi te traversent. Non, en fait, parce que je pense que je sais pas, je vais réfléchir maintenant, mais en fait, je me rends compte que j'arrive à sortir très facilement, mais parce que je l'évacue en même temps que je le joue, ou juste après l'avoir joué, en fait. Ça se travaille, ça ? Je sais que tu as suivi des stages, des formations. Est-ce qu'on apprend ça ? Ça fait partie de la méthode ? Non, j'ai pas appris ça, moi, en cours. Je sais pas si on l'apprend, si ça se travaille maintenant. En tout cas, moi, je l'ai appris sur le tas, et puis je pense que j'ai l'impression que c'est plus une histoire personnelle, et puis c'est surtout qu'on apprend comme tout, quoi, on apprend en faisant, quoi. Donc il y a un moment donné, on se casse la gueule, on rectifie et tout, mais je sais pas, je pense que c'est aussi une espèce d'entraînement, comme un danseur fait sa barre, quoi. Absolument. Je pense qu'il y a un truc vraiment d'élasticité cérébrale à et cet émotionnel, endroit-là, quoi, et émotionnel, ça on a appris à jongler avec à force. On n'a pas bien clair. le choix. Non, pas vraiment. C'est clair. En tout cas, c'est l'entraînement, et il y a quelque chose maintenant d'inconscient qui se produit pour... je réfléchis, je me pose même plus le projet. C'est même plus un questionnement, en fait. Et tu t'es jamais senti en danger ? Non.
Non, parce que j'ai toujours... Profilage, c'est pas que je me suis soit sentie en danger, mais à la force, il y avait une espèce de perméabilité qui était assez harassante. Entre toi et Chloé Saint-Laurent? Ben, pas tant... Oui, enfin, ce qu'elle vivait, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, régulièrement, elle se faisait étrangler, machin. Enfin, il lui arrivait toujours des horreurs, quoi. Donc, au bout d'un moment, force de jouer ça, comme en fait, je suis 6 mois de l'année, Chloé... et encore les 6 autres mois, je suis en prépa de Chloé. Donc en fait, j'y suis tout le temps. Donc il y a un moment donné, il n'y a plus la distance qu'on peut avoir sur une mini-série ou sur un truc, 3 mois par an, ou sur un one-shot encore plus court d'un long métrage, d'un unitaire, où là, on sait que ça dure un temps. Et puis voilà, mais là, moi, c'est à l'année. Donc en fait, j'ai pas... Le on-off, il marche, mais en fait, il n'a pas assez de temps. Ça déteint un peu, quoi. Et du coup, ça m'a un peu atteinte. Et après, sur les autres, je vois même l'emprise où je sais que même physiologiquement, il s'est passé des trucs où je me suis mis dans des états sans tu vois, où tu veux dire de larmes, de choses comme ça Oui, bon, ça, j'ai pleuré, mais ça, je le savais, en fait. J'y vais en disant au producteur, il va se passer 2 choses. De 1, si je veux être bonne, il faut que je saute sans filet, donc il faut que vous soyez le filet. Il m'a dit, H24, il n'y a pas de problème, et il l'a fait. Et je vais de 2, je vais pleurer tout le temps, et ça va être ma douche émotionnelle. Moi, c'était ma vidange, quoi. C'est ça. Et je pleurais pour pouvoir vider, et puis remplir, voilà. Et c'était plié dans la journée, et puis... Mais il y a eu aussi une faculté quasiment à somatiser, où moi je me souviens d'un événement où je suis allée pendant le tournage chez un ostéo, et je lui dis, voilà, je suis en train de jouer une femme battue. Il me dit, oui, ça se voit, je dis, pardon. Et je pique une colère en disant, mais c'est qui ce mec? Il dit, non, je vous arrête tout de suite. Je dis, j'en vois des femmes battues dans mon cabinet. Dans mon cabinet, et vous êtes dans le même état physiologique qu'une femme battue. C'est-à-dire que là, vous avez la rate qui est sur le point d'exploser. Ouais, c'est fascinant, la capacité du cerveau à créer une situation pour se mettre dans un état parallèle, en fait. Mais il me dit, donc là, je vais prendre le contrôle de votre corps pour le week-end, je vous mets en KO. Ok. Et puis je vais vider la rate. Et le mec fait un truc génial, il me dit, il lève le doigt, et puis s'arrête avant de me toucher, puis je vide tout. Et je lui dis, mais pourquoi le mec me pose cette question? Et tout de suite, je percute, je me dis, ah ouais, donc ok, donc s'il dit ça, ça veut dire que s'il me vide la rate, en fait, j'aurais plus l'énergie que j'ai pour jouer cette femme. Et là, je me suis vu refaire le plan de travail dans la tête, quand même. Et me dire, ok, alors, il me reste... Parce qu'on terminait le tournage avec les séquences du début de film, où justement, c'était toute la rencontre, la période toute douce, etc., où j'avais pas besoin de cette énergie de femme battue, entre guillemets, et il me restait 2-3 séquences dures à jouer dans cet état-là. Avec Fred Testo aussi, ouais. Qu'il faut... Ouais, fantastique Fred Testo. Coucou. Et là, je lui dis, il me reste ces 2 séquences et après, j'ai pas besoin de ces... Je suis vider tout. Et j'ai galéré à faire mes 2 séquences. J'ai galéré. Mais vraiment, j'arrivais pas à retrouver l'état. Mais bon, voilà, après, c'est sur la longueur, on plonge dans un truc, on y reste. Là, pour le coup, en plus, je tournais pas à Paris, donc j'étais vraiment que dans cet univers-là. J'avais pas ma vie de tout, voilà, les trucs du quotidien et tout ça. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle. Et voilà, mais par contre, le lendemain, c'était plié, quoi. Comme quoi, quand on parlait de protection tout à l'heure, effectivement, peut-être qu'il faut y penser, parce qu'il y a 2-3 trucs qui passent quand même, il y a notamment des trucs dans qui la passent, race. Ouais. Mais c'est bien de le savoir. T'es aware, tu sais. Je sais, et puis je pense pas que j'étais en danger, en vrai. Lui, il me l'a raconté comme ça, et puis voilà, mais c'est vrai on arrive potentiellement chargé, et puis après, il y a un moment donné, il faut réussir. Voilà, je sais pas, je pense Marion Cotillard, je pense que j'ai cru comprendre que sortir de la môme, ça a été un peu compliqué. Ouais. D'accord. Voilà. Alors moi, je sors vite, mais c'est vrai qu'il y a un truc, mais je trouve ça assez fascinant, la capacité du cerveau, la plasticité aussi du cerveau à créer des trucs, quoi. Et ça prouve qu'en plus, t'es absolument sincère. C'est comme si c'était une validation de sa sincérité. Ce que tu ressens au fond de toi aussi. C'est peut-être ça aussi. Oui. Ah oui, les émotions, quand je les joue, je les vis. Ouais, ça me au moins, traverse. Ta rate peut en attester, quoi. Ouais, c'est estampillé.
pour ceux qui n'ont pas le bonheur de jouer la comédie, ou en tout cas qui s'interrogent, quel mot tu mettrais? Qu'est-ce qui se passe pour toi entre moteur et coupé? C'est quoi J'en sais rien du tout. Donc on est dans l'inconscient. Pas mal, pas toujours. Si on est dans l'inconscient, c'est qu'on a bien fait son taf, je crois. Non, il y a des fois, ça nous échappe. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et ça switch, en fait. Idéalement, ça switch. Après, il y a des fois, sur des séquences qui sont plus techniques, des machins, on est quand même un peu double. C'est pas qu'on se regarde jouer, mais il y a quand même une petite distance et tout. Mais dans la plupart du temps, c'est... je sais pas, c'est un autre espace-temps, je dirais. Et c'est un espace-temps dans lequel tu te sens bien? Ouais. T'es confortable? Ouais, je suis très confort, moi, là-dessus. Mais j'adore jouer, hein, donc sinon je ferais pas ça. Sinon, c'est bête d'aller le faire, quoi. Ah, c'est sûr d'y consacrer autant de temps dans sa vie, oui. Mais c'est bien, parce qu'on vit des trucs... je sais pas comment dire. C'est ta place. Ouais, ouais. En fait, c'est ça, c'est ta place. Ça fait longtemps que tu sais que ta place, elle est là? Non, je suis pas sûre de le savoir encore, en fait. Ah bon? Non, je sais pas, c'est Ben, je me pose pas la question, je suis là pour ça. Hein? Je suis là pour ça. Ouais, je sais, merci. Putain, je vais pas tarder à m'allonger. Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, hein, donc rien n'est jamais acquis. C'est ma place, j'y suis bien. Je sais pas si c'est ma place, en tout cas, j'y suis bien. Et j'aime ça. Et je fais honnêtement mon boulot avec authenticité, je dirais. Mais moi, j'adore aller plonger dans un autre espace-temps. En fait, je sais pas, il y a un truc... C'est de l'exploration, finalement. Oui, toujours, entre ça, les voyages, l'ethnologie, la sociologie, tout ça, c'est de l'exploration. Ouais. Tu es Odile l'exploratrice, en fait. Ouais. Appelez-moi Dora. C'est ça. Dora, Odile, l'exploratrice, en fait, c'est ça. Mais moi, j'adore ça. Moi, j'adore explorer l'âme humaine. J'adore voyager, ce qui est une autre façon d'aller explorer les autres âmes humaines, d'explorer la sienne, d'explorer celle des autres, de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres... Mais je suis une éternelle étudiante, en fait. J'adore apprendre. T'es en formation continue, toi? Ouais, mais tout le monde, je crois. Ah bah, il y en a qui ont plus ou moins le goût de ça. Oui, alors moi j'adore ça parce que parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et je sais pas, pour avoir il y a longtemps croisé ce que je crois être, hein, j'en sais pas, mais des gens qui croient avoir tout vu, tout fait, tout. Je me dis putain, on doit se faire chier, quoi. Ah, c'est ça. Bah non, mais il se passe quoi après? Enfin, moi j'adore apprendre, donc je trouve que c'est toujours. C'est la vie, c'est la vitalité. Oui, c'est le mouvement en fait. La vie, c'est le mouvement, quoi. Donc j'avance. Je pensais à un truc quand tu voyages, en fait. Donc là, tu pars à la rencontre de qui? Est-ce que c'est pas finalement des retrouvailles avec Odile? Eh ben si, toujours. Dit-elle comme si. Oui, non mais. Oui, mais parce que. Mais tu peux pas te retrouver. Sinon, c'est pas des voyages. Sinon, c'est des vacances. Ah. Et là, on essaye de se fuir. En vacances, je me fuis. En voyage, je me suis. Je te suis. Non, mais je veux dire, moi, les voyages, je pars à la découverte de quelque chose. Et donc, forcément, on se définit par rapport aux autres. Donc, on finit toujours par se... Alors, déjà, je pars seule. Donc, forcément, je me retrouve face à moi-même. Ça, c'est la base. Mais c'est pour ça que tu pars seule? Ben, j'aime ça, en fait. Alors, après, j'aime bien faire des bilans avec moi-même, manifestement. J'en ai besoin. J'adore ce moment-là. J'aime bien être toute seule. Parce que je trouve qu'on va plus vers les autres quand on est tout seul. Sinon, on arrive avec sa culture en groupe ou en couple, ou je sais pas, enfin, voilà. Ou avec une copine ou des potes, ou peu importe. Mais on arrive ensemble et on reste ensemble. Donc, en fait, je trouve que l'ouverture à l'autre... Hein? Ça ne bouge pas, du coup. On bouge pas, on se déplace pas. Le curseur reste à peu près au même endroit. Et donc, du coup, on se laisse moins déstabiliser parce que probablement on continue de parler français et tout. Et donc, on va sûrement faire la connaissance. Mais il y a un truc de groupe. Donc, je trouve qu'on va moins vers l'autre. Et puis, l'autre vient moins vers nous. Parce que moi, je sais qu'il y a plein de fois où je suis allée seule et les gens avaient un peu pitié de moi et ils sont venus me voir en me disant est-ce que vous voulez pas voilà, et j'ai fait plein de rencontres géniales comme ça. Et puis c'est aussi une façon c'est toujours un peu initiatique en fait quand on part seul, donc et puis c'est un autre rythme, donc voilà, moi il m'est arrivé, je sais pas, je suis arrivée au Laos, je pense que sur les 3 semaines j'ai dû pleurer 8 jours, quoi. Ah ouais.
Et pourquoi? C'est ce que tu racontes dans ton livre, donc. Ouais, je parle pas du Laos. Qui s'appelle Latitude, ouais. qui est sorti le 2 en juin dernier. Voilà, c'est ça, et qui est toujours disponible dans les bonnes librairies. Bien sûr. Et donc, toi, tu l'évoques pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Laos? Je parle pas du Laos, mais je sais pas pourquoi je parle de ça vient là, donc j'en parle comme ça. Laos, je pense que c'était multifacteur, c'est-à-dire que j'arrivais je pense que c'était la première fois que je partais en Asie, donc il y avait un peu le choc de deux cultures à deux vitesses. La honte puis alors j'étais fatiguée, donc j'avais pris un hôtel très confortable et tout, dont je comprenais que je pense une nuit aurait pu me renourrir une famille entière pendant 1 an, donc là non, ça c'est pas possible. Et puis du coup il y avait ce choc culturel et en même temps c'était magique puisque c'est des vraies découvertes de l'eau, de tout ça, et puis je pense qu'il y avait aussi je pense que c'est une expérience. Probablement, ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé seule ou que j'en avais vraiment besoin, mais je pense qu'il y a aussi un moment donné où, quand on n'a pas l'habitude de faire le reset de soi, etc., en fait, arriver là, dans cette condition-là, en fait, il y a tout qui lâche. Et souvent, on dit qu'il faut 3 semaines pour se reposer vraiment, mais parce que des fois, il faut vraiment du temps pour décompresser, puis après pour se poser, puis après commencer à se reposer. Et oui, on se pose et on se repose, c'est marrant. Enfin, non. Un peu débile, mais... C'est marrant. Mais je n'avais jamais percuté. Et du coup, c'est aussi emmener ses bagages à soi, puis cleaner un peu, ou comprendre, percuter. Parce que je trouve qu'on est souvent... Et puis souvent, moi je sais qu'au début, avant de faire tout ça, mais on passe beaucoup de temps à se fuir ou à pas vouloir être avec soi. Là, t'as pas le choix. Hein? Là, t'as pas le choix. Puis alors moi, c'est devenu vraiment un besoin maintenant. Sinon, je pars en vrille. Sinon, j'ai l'impression de devenir dingue de trop de sollicitations à l'extérieur et tout, et qu'à un moment donné, il faut. Ouais. Et le Covid a fait beaucoup ça, je trouve. Mais je me souviens de périodes beaucoup plus jeunes où finalement on sort tous les soirs, machin. Mais quelque part, c'est vraiment juste pour pas avoir affaire à soi, quoi. C'est ça. On fait pas de vraie pause, quoi. On s'arrête pas vraiment. Surtout pas. On gesticule, mais on s'agite beaucoup. On s'agite pour brasser du vent, voilà, et pas surtout comprendre. Et puis voilà. Et c'est vrai que souvent, à chaque fois que je dis que je pars en voyage, les gens me disent ah bon, mais toute seule. Bah oui, parce qu'on associe surtout la solitude à la fragilité, au danger. Tu t'es jamais senti en danger? T'as jamais vécu des expériences en voyage où tu t'es dit aïe, oui, il va se passer un truc? Si, mais je sais pas que je vais les... Par exemple? Pas parce que j'étais seule. La fois où c'était un peu touchy pour moi, seule, c'était au Maroc. Où là, j'ai senti que femme toute seule, c'était pas hyper confort. Oui, de ce point de vue-là. Ouais. Mais sinon, non. Après, il y a eu pas des mises en danger, mais il y a eu des expériences, des aventures, des fois où j'ai cru que j'allais mourir, des trucs. Oui, mais c'était au Groenland. Je la raconte toujours, c'est là, faut que je change d'histoire. Mais oui, au Groenland, il y a eu un soir où vraiment, je dormais sur le camp de base des expéditions de Paul-Émile Victor et je vais me coucher, et donc on est à flanc de colline, sur de la roche, des petites cabanes en bois, sur pilotis, avec un glacier qui vèle toute la journée, donc ça fait vous entendez le bruit du tonnerre pendant 24 heures. Et, super ambiance. Et je me couche, et il y avait beaucoup de vent, il y avait tellement de vent que mon lit tremblait. Oh purée. Ouais. D'accord. Donc là, je suis un peu partie en live, et en latte, ou en vrille, ou enfin je sais pas quoi, en me disant, là, si le lit bouge, ça veut dire que la baraque, elle tient pas. Donc du coup ça veut dire que ça va se décrocher, et que donc pas de téléphone, pas de réseau, de rien, pas de wifi, rien, donc je peux appeler personne, et je me dis là je vais finir décroché à mourir dans la mer du Groenland, quoi, et je peux même pas dire au revoir, quoi. Ouf. Ouais, mauvais moment. Et peut-être là, effectivement, c'est marrant, c'est ce que je dis dans le livre, peut-être cette fois-ci être deux m'aurait fait du bien. Parce qu'à deux on a moins peur des fois. Mais ça aurait pas changé le vent, hein. Ça aurait pas changé le vent, et ça n'a pas changé non plus ta volonté de poursuivre de voyager en solo. Voilà. Donc le danger, en fait, n'a rien à voir. C'était une crise d'angoisse, quoi. On va dire ça, avec des circonstances un peu comme ça, secouantes. Oui, particulières. Oui, les autres voisins avaient passé une super nuit. Il y a que moi qui ai vécu ça, mais. C'est ça.
Mais bon, après, je pense que les voyages, c'est aussi des trajectoires personnelles avec des éléments qui s'accumulent et que du coup, ce que je vis moi, l'autre à côté, il vit pas du tout la même chose, mais parce qu'il est pas à ce moment-là de sa vie, venu chercher ça non plus, plus ou moins, enfin, tout ça. Donc voilà, mais non, parce que je dis pas que c'est agréable à vivre, mais ça fait partie de la vie aussi. Et puis, voilà, j'ai mis 6 mois. Je sais même pas si j'ai compris encore ce qui s'était passé au Groenland. Non, mais je pense que j'ai mis 6 mois. Je suis revenue, j'étais pas bien, mais je pense que c'est aussi des moments de prise de conscience, des moments où on grandit, et du coup, c'est comme tout, quoi. Je veux dire, là, n'importe qui pourra comprendre aujourd'hui, après avoir traversé une pandémie, ce que c'est que de se retrouver seul face à soi-même déjà, parce que même si on n'était pas confiné tout seul, finalement la peur que ça engendre, on est toujours tout seul dans ces cas-là. Et ce que ça engendre de transformation, de nécessité d'adaptation et de résilience, quoi. C'est ça, donc on se construit en fait. En 2 mots. En 3 même. On se construit. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. Tout à l'heure, tu faisais référence... c'est comme ça qu'il faut le prendre, en tout cas. Sinon, on tombe. Complètement. Oui. C'est le sens de tout ça, en fait. Ouais. C'est ça. Tout à l'heure, on évoquait, donc, quand tu étais plus jeune. Donc, moi, je voudrais savoir, tu es arrivée à Paris vers 19 ans, c'est ça, après avoir fait une prépa HEC. Ah, mais ouais, complètement. Rappelle-toi, après avoir fait après avoir fait une prépa HEC à Metz, t'avais quoi dans la tête à ce moment-là? Est-ce que t'avais pas grand-chose? Vas-y, si on devait faire une IRM de ton cerveau à l'époque, qu'est-ce qu'on verrait? J'avais envie d'être ethnologue. Je pense que, et si on scanne l'inconscient, j'avais besoin de grandeur. De grandir ou de grandeur? De grandeur. Ah. J'ai souvenir d'avoir besoin de grandes avenues. Et du coup, un appel de Paris, pas pour être à Paris, mais de plus de taille de ville, je crois. Probablement l'envie de partir de là où j'étais à cause de cet appel de grandeur. Et puis très vite, la découverte de la socio, de l'ethno, de la vie, d'un nouveau monde où là, j'ai commencé à prendre ma place, à la trouver, à savoir que c'était par là que ça se jouait. D'accord. Et la socio m'a vraiment ouvert l'esprit. Moi, je suis arrivée avec 18 ans, 19, mais je savais rien sur rien, quoi. Enfin, je n'avais pas de culture. J'arrivais à Paris, je me dis, mais en fait, je connais rien, quoi. Donc, t'avais des complexes par rapport à ça? Ouais, un petit peu, oui, un peu. Je me disais quand même, j'avais l'impression d'être un peu la seule à être, à avoir aucune culture, quoi. Pourtant, vu les études que tu as faites, etc., tu pouvais te sentir un peu consolidée. La culture générale, quoi. J'étais intelligente, mais pas cultivée. D'accord. Je l'ai compris plus tard, ça. Et du coup, j'étais un peu gênée par rapport à ça, mais je me souviens de ce constat où je me suis dit, de 2 choses l'une. Soit, effectivement, je la joue complexée, et puis, du coup, je fais semblant de savoir, et puis je reste là, mais j'avance pas et j'apprends rien. Soit, je me joue la carte de l'humilité, et puis, puisqu'à l'époque, c'était pas encore Internet, Et du coup, on n'avait pas accès facilement à toutes ces informations-là. Donc, pour les chercher, c'était l'encyclopédie universaliste. Ouais, c'était plus complexe, qu'on n'avait pas un accès à l'information comme ça. Et donc, je me suis dit, sinon, le deuxième choix, c'est l'humilité, d'avouer qu'on ne sait pas et que... Mais et de poser les questions, ce que j'ai fait. Comment on passe de la sociologie à l'art dramatique? Ah, ça, j'ai toujours pas aucune idée de cette histoire. Non, je sais pas. Si, alors, comment on passe? En ouvrant une porte de cours de théâtre. Déjà. Ça te titillait quand même de faire l'actrice, ou tu l'avais enfoui? C'était pas dans le champ des possibles par rapport à ce que tu vivais quand tu étais enfant? Non, Non, je me souviens de mon père qui m'avait dit une fois, beaucoup plus jeune, il me dit, tu as vraiment beaucoup d'imagination, il serait intéressant que tu la mettes au service de quelque chose d'utile. Sympa. Sous-entendu, au lieu de faire des bêtises. Tu devrais faire des cours de théâtre. Je l'avais regardé, j'avais... genre, jamais de la vie, quoi.
Donc, est-ce que c'est ça qui a infusé? Est-ce que c'était là, il l'avait senti? Est-ce que... je sais pas, moi je voulais être ethnologue, j'ai toujours envie d'être ethnologue. Ah ouais? Ah ouais. Tu penses qu'un jour tu lâcheras la comédie pour être ethnologue? Non, pas lâcher, mais faire les deux. C'est ce qui se passe un peu avec le livre, quelque part. C'est une espèce de tentative d'approche. Mais je pense que les deux peuvent se combiner, en fait. Mais d'une autre façon. Parce qu'après, il y a la frustration de l'ethnologue qui n'étudie normalement qu'une ethnie dans un endroit précis de machin. Et donc, c'est très, très, très ciblé. Et moi, j'ai envie d'explorer l'intégralité du globe. Donc, du coup, c'est une autre forme d'ethnologie un peu biaisée. Hein, donc, je suis pas sûre que le CNRS, je pourrais. Ni s'ils voudront de moi. Mais en tout cas, cette notion d'aller explorer des cultures et de s'en nourrir, ça, c'est vraiment mon ADN. Vraiment, vraiment. Donc, à un moment, tu pousses la porte, pardon, je t'ai emmené sur... je pousse la porte, et puis finalement... en fait, je repousse la porte après. On ferme la porte, on la rouvre. Ouais, je la ferme, pardon. Ce que j'ai fait d'ailleurs, la première fois que je suis allée au cours Simon, je ne suis pas rentrée. Je suis repartie. Je suis revenue plus tard. Mais en fait, c'est pas si loin, actrice, d'ethnologue, parce que c'est une autre forme d'exploration. Complètement. Et c'est toujours une exploration de l'âme humaine. Et sociologue m'a aidée à être l'actrice que je suis, à aller justement chercher, comprendre à l'intérieur les sous-sols, les petits ruisseaux qui serpentent sous terrain. T'étais en prépa en fait, tu savais pas, mais t'étais en prépa actrice. Mais c'est très drôle parce que comme j'ai changé régulièrement d'études, j'ai fait une prépa HEC, puis après je me suis inscrite en doc de sociaux. Et la première année du doc, j'ai fait du chinois au Langzhou. La deuxième année, j'ai arrêté le chinois, j'ai fait du tahitien, et mon père a commencé à s'impatienter en disant je comprends que ce soit très intéressant comme ça. Au niveau stabilité, je suis pas sûre. Et il me dit ça au moment où je lui annonce que je veux que je veux faire des cours de théâtre en formation professionnelle. Et là, je m'entends dire, et vraiment, c'est pas moi qui parlais, je m'entends dire, oui, mais c'est un cheminement qui m'a mené, tout ce que j'ai fait m'a mené jusque-là. Et je me dis, je sais pas d'où je sors ça. C'est brillantissime, c'est vraiment, mais je te la fais à l'envers quand même. C'était pas conscient, mais quelque part, oui, en tout cas, ça a fait celle que je suis aujourd'hui. Et j'ai adoré ces études et j'adore toujours. Et je trouve ça fascinant. Et j'ai énormément appris sur le monde, sur la vie, sur l'humain, sur l'ouverture au monde, sur tout ça, ce que j'avais pas et dont j'avais besoin. Donc voilà. Donc je suis en cours et vient l'envie urgente de, pas forcément d'être actrice, mais de prendre des cours de théâtre. Et c'est une espèce de nécessité vitale. Enfin, ça tombe comme ça, je ne sais pas d'où. Mais par contre, c'est vraiment hyper important. Donc, je trouve un cours, en l'occurrence les cours Simon. Je vais dans la rue, je regarde la porte, je m'en vais. Je retourne chez moi. Et puis, je pense que j'ai manifestement eu le courage d'y retourner, d'ouvrir la porte et d'aller poser 2-3 questions. Encore une fois, il n'y avait pas... Je ne sais pas s'il y avait encore... Ou alors, c'était Internet, mais à 54K de débit. C'était 2 heures pour ouvrir une page. Bref, On était à quelle époque, là, quelle année à peu près? Eh ben, on était en 98... Fin 90, début 2000, quoi. Ouais, 80... Non, pas du tout, plus tôt. Je sais plus. Ouais, 96, 17, voilà. Entre 96 et 18, quoi. D'accord. Donc 97. Voilà, une petite moyenne. Et puis je fais le cours du samedi, loisirs adultes, tout en poursuivant mon doc, etc. Et puis à la fin de l'année, elle me dit « Oh, vous avez du talent, vous pourrez envisager la formation professionnelle. » Et là, je dis « Ben, tout ça pour avoir 1500 francs de plus par mois, oui. » Oui, je crois qu'on était encore au franc. Et il me dit, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, réfléchissez vraiment, voilà. Et bon, la réflexion s'est transformée en une espèce de torture pendant 2 mois où je me dis, j'y vais pas, je flippais, voilà. Et je faisais même des cauchemars la nuit. Et à un moment donné, comme je voyais que j'arrivais pas à avoir de réponse, je me suis dit, bon, ben, je vais y aller. Mais plus pour me soulager quasiment. Ouais. Oui, les rêves font des détours. Tu sais, il faut savoir s'auto-arnaquer. Et je me dis, mais comme ça, au moins, puis bon, ce ne sera que de l'argent, finalement. Donc, j'essaye. Et puis, au moins, je saurai, parce que là, je ne sais pas. Et je n'arrive pas à trouver la réponse. Et je ne saurai qu'en essayant. Donc, j'essaye. Et puis, au pire, ça ne marche pas. Et puis, je retourne. Et voilà.
Et ben là, je m'inscris donc en formation professionnelle et en licence d'ethnologie, que j'ai rapidement arrêtée. D'accord. Mais à regret, hein. On entend que c'est encore... Ouais. Mais ça veut pas dire que... Mais j'adore être actrice, hein, donc c'est les deux, vraiment. Ouais. Et puis pour moi, ça va quelque part... Enfin, c'est pas que ça va ensemble, mais c'est vraiment deux parties de moi. On l'entend, ouais. Ça te constitue l'un comme l'autre. Et puis après tout, pourquoi choisir ? Bah voilà. Voilà, finalement. Hein, sky is the limit. Voilà. Et puis je pense qu'on arrive aussi à cette période où on peut être multicasquette. Avant, on avait une étiquette et tout ça, mais je trouve que maintenant, ça commence un peu à s'ouvrir. On décolle un peu les étiquettes. Ouais. Puis je pense que les jeunes sont là à se dire que de toute façon, les métiers, c'est tellement comme ça qu'en fait, il y a... cette espèce d'autorisation à évoluer, à changer de vie et pas à se dire j'ai ce métier-là, bah voilà, c'est comme ça, je peux pas changer de... Enfin, s'autoriser à changer de voie, en fait. De toute façon, celui qui va pas t'autoriser à changer de voie, j'ai envie de dire bon courage. Ouais, c'est un peu... le monde est devenu un peu plus changeant. Ouais. Exactement. On va revenir à ton enfance, puisque tu es née dans une famille avec 4 filles, tu es la 5e. Ouais. Voilà, donc tu as une sœur jumelle. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi la sororité aujourd'hui et la solidarité féminine ? Est-ce que tu penses que ça a influencé ton rapport aux femmes ? De quoi ? D'avoir 4 sœurs ? Ouais, de vivre comme ça dans un écosystème... Non, je saurais pas dire. Pour moi, c'est 2 trucs indépendants. J'aime bien l'élan de sororité. Alors, je vais spécifier au milieu des actrices, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y avait plutôt une espèce de compétition. Et du coup, il n'y avait pas cette espèce d'élan amical, etc., qui est chouette. Après, moi, j'ai vécu avec 4 sœurs, donc, dit-elle, partant toujours seule maintenant, étant très solitaire. Oui. Je n'avais pas pensé à ça non plus, mais voilà, donc c'est ce que je suis, donc c'est super. Je pense pas que ça ait eu un impact sur la suite. Je pense qu'il y a aussi, alors attention parce que je vais le dire maladroitement, mais un effet quasiment de société, pas vraiment de mode, mais c'est le sujet actuel. D'actualité. Une thématique. C'est un phénomène de société. C'est une société qui, pour le coup, dans ce sens-là, évolue dans le bon sens. Après, je suis pas complètement dans l'élan du féminisme, etc., parce que je trouve un peu dévoyé et puis je reconnais la cause, machin, tout ça. Après, moi, je suis pas un porte-flambeau. Je suis pas une militante. Je suis pacifiste. J'en parle là parce qu'on se connaît très bien mais je suis pour cet élan de sororité, de libération de la parole. Oui, évidemment. Après, je suis aussi quelqu'un qui a grandi avec cette passion, et je rejoins l'ethno et tout ça de l'UNESCO. Et je pense très sincèrement, pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le vis, qu'il est préférable d'instaurer l'esprit de paix plutôt que de combattre en faisant la guerre. Je trouve notre élan de solidarité, on est plus forte quand on est là à s'entraider dans un élan de solidarité qu'à essayer de combattre un truc. Alors après, c'est sûr que 5 sur 5, Odile Villemain. Tu vois ? Je t'ai reçu. Et après, je sais qu'il y a quand même des combats à mener, mais je me dis des fois, nous on est là, des fois en train de... Non mais... On adore ça, tu vois, alors que ensemble, nous, ce groupe-là, on est hyper puissantes. Le groupe, c'est l'association pour les femmes dans les médias. Pour les femmes dans les médias, voilà. Et on est hyper puissantes et avec de l'entraide. Enfin, moi, j'ai vu des trucs vraiment d'entraide, etc. où on se dit mais pourquoi on fait pas ça en fait au lieu de. Et du coup, là, on transforme. C'est ça. Juste, j'ai une question. Je me suis posé une question anecdotique, ça bien parce que ça va pallier un peu la gravité de la question qu'on évoquait il y a 2 secondes. Puisque tu as une sœur jumelle, est-ce qu'il lui est arrivé de signer des autographes pour toi ? Et comment est-ce que tu t'es située par rapport à elle et elle par rapport à toi quand tu es devenue célèbre ? Alors, il lui est pas arrivé de signer des autographes, mais il lui est arrivé d'avoir qu'on la prenne pour moi beaucoup, où elle finit par dire ouais, je sais, c'est ma sœur, du coup qu'on la croit pas.
Il lui est arrivé d'avoir des réductions sur des pneus aussi. Sur des pneus? Oui. De gens, voilà. Mais des petites anecdotes. Et après, dans le positionnement, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Je suis toujours touchée parce que je sais qu'elle regarde tout ce que je fais et qu'elle me le dit pas forcément, mais qu'elle me le dit après. Je sais qu'elle sait, alors que moi, j'annonce pas tout le temps à ma famille. Voilà. Mais elle sait toujours quand c'est diffusé et elle se prépare. Enfin, voilà, elle s'arrange pour pouvoir voir, etc. Et je suis toujours très touchée par ça. La petite question, Sigmund, quand on a une sœur jumelle, vous êtes de vraies jumelles? Ouais. Est-ce que ça peut éventuellement expliquer qu'on ait envie d'incarner plein de personnes avec plein de nouveaux visages? Oui, alors moi c'est comme ça que je me la suis racontée toujours, c'est-à-dire que je savais c'est tellement, moi je me souviens d'avoir eu quelque part cette sensation d'avoir du mal à trouver son identité parce que à la base on est un concept, on est souvent plus les Jums que Odile et Sophie. C'est ça. Et je résume effectivement souvent en rigolant, j'ai eu tellement de mal à trouver mon identité que j'ai choisi de toutes les avoir. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est juste une anecdote, mais il doit y avoir une partie de vrai. À mon avis, il doit y avoir une partie. Ouais. Et on va conclure justement avec les prochaines identités que tu vas prendre. Tu peux me parler de ton rôle dans Rivière perdue, donc la série bientôt pour TF1 que tu vas tourner? Oui, écoute, ça raconte l'histoire en tout cas, mon personnage, c'est une femme dont la fille a disparu et réapparaît 5 ans plus tard. D'accord. Tintin. Suspense. Ouais. Donc ça, c'est un truc c'est super bien écrit, c'est relativement choral et c'est vraiment page turning. L'intrigue, voilà, c'est une intrigue sur fond d'enquête policière. Ton mari, c'est qui? C'est Bruno de Brandt. Après, normalement, je tourne une mini-série en 4 épisodes qui s'appelle Isabelle. Très bon titre. Tu m'étonnes. Qui raconte l'histoire d'une femme suspectée d'avoir tué plusieurs de ses maris. Ah bah quand on parlait de personnages troubles et complexes, j'ai l'impression qu'on a bouclé la boucle. Fastoche, les doigts dans le nez celui-là. Très cathartique. Encore un voyage intéressant. Facile. Hein? Ouais. Et ça, donc, c'est ton prochain projet après celui de TF1. Ouais. D'accord. Ouais. Très bien. France 2. Pour France 2. Et la dernière de mes questions, chère Odile, c'est que par rapport à cette jeune femme de 19 ans que tu étais quand tu es arrivée à Paris, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les questions qu'elle se posait, elle a trouvé quelques réponses? Et la plus importante, ça serait laquelle? Tu n'as pas 3 heures. Merde. Pardon. Oui, sûrement qu'elle a trouvé des réponses. Elle a trouvé sa place et en même temps, je pense qu'elle a trouvé sa place. Elle a compris 3-4 trucs sur la vie. Ce serait un peu prétentieux parce que comprend-on quelque chose un jour sur toi? T'as trouvé ta place? J'ai trouvé ma place, ouais. Moi, je suis à l'aise avec moi-même et je suis bien là où je suis. Après, je trouve que, moi, j'aime bien cette idée que la stabilité, c'est le mouvement. Donc, je pense qu'on finit jamais de grandir et puis que la vie, c'est aussi, beaucoup de mouvements, de haut, de bas, voilà. Et donc, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir compris qu'il y a des hauts, des bas et qu'il faut traverser et moi, j'aime bien dire qu'il faut se laisser traverser par la vie, surtout. Et être vivant, du coup. Après, oh là là, a-t-on toutes les réponses un jour? Eh ben, je te propose qu'on reste sur cette question pour qu'on se revoie peut-être un jour pour poursuivre cette conversation. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ce voyage-là. Merci à toi. Et à très vite. À très vite. Au revoir. C'était Isabelle Dombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.